Quand la Première Guerre mondiale a débuté en 1914, on aurait pu croire que les puissances centrales étaient condamnées. À l'ouest se trouvaient sur les forces de la Grande-Bretagne et de la France, deux des nations les plus avancées du monde. À l'est se trouvait la Russie qui, sur le papier, pouvait sembler l'ennemi le plus redoutable de tous. C'était de loin le plus grand pays, ce qui signifiait donc qu'il serait extrêmement difficile à envahir. La frontière entre l'Allemagne et la Russie était très proche de la capitale allemande, ce qui signifiait que si la Russie parvenait à avancer, ne serait-ce qu'un peu en Allemagne, elle pourrait prendre la ville et forcer l'Allemagne à capituler. La Russie avait également la plus grande population, ce qui lui donnait de loin la plus grande armée. Au début de la guerre, elle comptait environ 1 400 000 soldats, de plus que l'Allemagne et l'Autriche réunis. Cependant, il s'est avéré que la Russie ne dominerait pas la guerre. En fait, elle serait bien en dessous des attentes. Parmi les grandes puissances qui ont commencé la guerre, la Russie était la seule à ne pas avoir tenu jusqu'à la fin. En 1918, malgré sa supériorité numérique, elle a perdu de nombreuses batailles. Comment expliquer cette performance désastreuse ? Pourquoi la Russie a-t-elle été si inefficace durant la Première Guerre mondiale ? Plusieurs facteurs sont à mentionner, mais avant d'entrer dans les détails, voici un aperçu de l'histoire de la Russie pendant ce conflit. En juin 1914, l'Europe était en paix et la guerre ne semblait pas à l'horizon. En fait, le continent était à l'apogée de sa puissance. Le siècle précédent avait été relativement paisible, permettant des niveaux de prospérité et de progrès technologiques jamais vus auparavant dans l'histoire de l'humanité. Il y avait des tensions entre les nations, mais elles avaient été à peu près contenues. Puis, le 28 juin, l'héritier de l'Empire austro-hongrois fut assassiné par un nationaliste serbe. Cet acte de terrorisme allait déclencher une escalade stupéfiante qui deviendrait la plus grande guerre que le monde ait jamais connue. Les empires allemands et austro-hongrois allaient se retrouver à combattre les forces combinées de la Grande-Bretagne, de la France et de la Russie. L'Allemagne prévoyait d'envahir la France d'abord, de l'éliminer rapidement de la guerre, puis de se concentrer sur la Russie. Elle espérait que la Russie mettrait du temps à s'organiser, lui laissant le temps de vaincre la France. En fait, la Russie était prête pour la guerre bien plus tôt que prévu. Le plan de la Russie était d'avancer rapidement en Allemagne, de prendre Berlin et de forcer sa reddition. Cependant, avant de pouvoir avancer sur Berlin, elle devait prendre des territoires au nord et au sud afin d'éviter d'être prise à revers. En août, les forces russes sont entrées en Prusse orientale, mais l'offensive a été un désastre complet. Les Allemands ont anéanti 2 armées russes, les repoussant au-delà de la frontière. Les Russes n'avaient en fait aucun progrès et avaient perdu environ 250 000 hommes. Les Allemands n'ont perdu que 40 000 hommes. Les Russes ont également perdu beaucoup de terrain au centre. En fait, ce n'est qu'au sud que la Russie a connu un certain succès, repoussant l'armée austro-hongroise. L'année suivante fut encore pire pour la Russie. Cela a commencé par une impasse, aucune des deux parties n'obtenant d'avantages significatifs. Bien que les Russes aient remporté quelques victoires, ils n'ont pas pu en profiter, car l'armée allemande pouvait déplacer ses forces plus rapidement grâce à un réseau ferroviaire bien supérieur. Pendant ce temps, la Russie subissait d'énormes pertes, bien plus que l'Allemagne. Au cours des premiers mois de 1915, elle a perdu environ 400 000 hommes, tandis que l'Allemagne n'en a perdu qu'un quart. Finalement, l'impasse a été brisée en mai lorsque l'Allemagne et l'Autriche ont lancé une énorme offensive qui a brisé les lignes russes. Durant l'été 1915, la Russie a perdu énormément de territoire, abandonnant une grande partie de l'Europe de l'Est. En tout, elle a perdu près de 4 millions d'hommes en 1915. 1916 s'avérera être l'année la plus réussie de la Russie pendant la guerre. En juin, elle a lancé une vaste offensive dans le sud contre les Austro-Hongrois et a réussi à obtenir quelques gains. Elle fut connue sous le nom d'offensive Broussilov et ce fut la plus grande campagne de la guerre, avec jusqu'à 4 millions d'hommes impliqués. Le but était de faire s'effondrer l'Autriche-Hongrie, abandonnant l'Allemagne à combattre seule. Cependant, bien que l'offensive ait provoqué une énorme crise pour l'Autriche-Hongrie, elle ne l'a pas sortie de la guerre. En 1917, la Russie avait subi d'énormes pertes en hommes et en territoire. Cependant, elle persistait dans la lutte et sa population était en principe suffisante pour rebâtir ses forces. La situation politique interne en Russie allait finalement porter un coup fatal à l'effort de guerre russe. La population, excédée par les tensions de guerre, était en colère contre le gouvernement jugé incompétent et déconnecté. La famille royale était particulièrement impopulaire. Le tsar était considéré comme responsable des pertes de la guerre puisqu'il était le commandant suprême de l'armée.
Sa femme était d'origine allemande et beaucoup de gens pensaient qu'elle aidait peut-être les Allemands à gagner. Comme l'un de ses conseillers les plus influents, elle avait choisi le mystique et guérisseur sibérien, Grigori Raspoutine. Raspoutine était un personnage étrange et obscur, entouré de rumeurs troublantes sur sa personne. Beaucoup de gens pensaient qu'il avait jeté un sort à la tsarine et qu'il la contrôlait par la sorcellerie. Tout ce mécontentement a explosé le 3 mars 1917 lorsque les ouvriers des usines de la capitale se sont mis en grève pour protester contre le gouvernement. Les jours suivants, les protestations se sont intensifiées, rassemblant des milliers de personnes dans les rues. Le 8, des femmes en colère à cause des pénuries de pain ont rejoint les manifestations, brandissant des pancartes où l'on pouvait lire « Verst Bachransisanost abat le tsar ». Les troupes de la ville, ayant reçu l'ordre de réprimer les troubles, ont refusé et se sont jointes aux manifestants. Le gouvernement n'avait plus le contrôle de la capitale. Il était clair que la seule façon de rétablir l'ordre dans la capitale était que le tsar abdique, ce qu'il fit le 15 mars. La Russie devait désormais être dirigée par un gouvernement provisoire en place jusqu'à la rédaction d'une nouvelle constitution. En ce qui concerne la guerre, en théorie la Russie devait continuer à se battre, mais en pratique, l'instabilité politique rendrait le combat beaucoup plus difficile. Le soutien à la guerre diminuait avec le temps, et beaucoup de gens voulaient simplement se retirer. La Russie a lancé une dernière grande offensive en juillet 1917, qui s'est avérée être un désastre complet. Finalement, après des mois de chaos politique, ce sont les bolcheviks communistes qui ont pris le pouvoir en novembre 1917. Ils ont officiellement retiré la Russie de la Première Guerre mondiale le 3 mars 1918. La participation de la Russie à la Première Guerre mondiale s'est soldée par un échec total. Globalement, elle avait été l'un des participants les moins efficaces de la guerre. Alors, comment expliquer cette performance désastreuse de l'armée russe? Pourquoi a-t-elle été si inefficace? Il faut d'abord souligner que l'expédition était très mal équipée et approvisionnée. Beaucoup de soldats russes n'avaient littéralement pas de fusils. C'était principalement parce qu'il n'y en avait tout simplement pas assez. Au début de la guerre, la Russie manquait de fusils pour équiper tous ses soldats. Elle comptait environ 5 millions de soldats, mais seulement 4,5 millions de fusils à leur donner. Cette pénurie initiale a été aggravée par le grand nombre de fusils perdus ou cassés sur le champ de bataille. La situation est devenue si grave que lors d'une bataille, à la fin de 1914, la moitié des renforts russes n'avaient pas de fusils. De nombreuses mesures désespérées ont été prises pour tenter de résoudre le problème. Tous les civils ont été priés de remettre tous les fusils qu'ils possédaient. On offrait même de l'argent aux soldats qui allaient récupérer des fusils sur le champ de bataille. On demandait aux soldats blessés d'essayer de garder leurs fusils en se repliant, même s'ils étaient sur le point de mourir. Le manque d'équipement est resté un problème persistant. Même à la fin de la guerre, la Russie ne disposait que d'environ 2/3 des armes nécessaires pour équiper ses soldats. Un autre problème urgent était le manque de munitions. Par exemple, en 1915, lorsqu'ils défendaient la Pologne, ils ne disposèrent que de 10 obus par jour à utiliser dans leurs obusiers. Même lorsque les Russes réussissaient à percer les lignes ennemies, ils ne pouvaient pas exploiter leur avantage parce qu'ils n'avaient pas assez de munitions. Selon un général russe, grâce à la puissance de leur feu, les Allemands pouvaient obtenir des résultats rapides. Hélas, notre infériorité en munitions pour fusils et artillerie légère nous empêchait de les égaler. Nos actions offensives et nos contre-attaques, privées du feu d'artillerie nécessaire, se développaient lentement ou n'avaient tout simplement pas lieu. Nos soldats faisaient face à un mur de feu ennemi ou à des obstacles et des fortifications que notre propre artillerie n'avait pas détruits. Ce manque d'équipement était principalement dû au complexe militaro-industriel russe, moins développé que celui des autres grandes puissances. En Grande-Bretagne et en Allemagne, la production militaire était principalement assurée par le secteur privé. Le capitalisme était alors assez bien établi dans ces pays, et il existait donc un secteur privé assez mature qui pouvait produire bien plus que l'État. En Russie, le capitalisme était à peine amorcé, avant 1914, ce qui se reflétait dans sa production de guerre. Le gouvernement russe était profondément hostile envers l'entreprise privée, donc la préparation de la guerre reposait principalement sur des usines étatiques plutôt que sur l'industrie privée. En fait, le gouvernement russe était plus disposé à passer des contrats à l'étranger avec des fabricants étrangers qu'avec des producteurs russes. Quand la guerre a éclaté et que la demande de produits militaires a explosé, il était très difficile pour la Russie d'obtenir ce dont elle avait besoin, en raison des sanctions. Beaucoup de choses n'étaient tout simplement pas produites en Russie, comme les produits chimiques précurseurs pour les explosifs.
La Russie achetait ses produits à l'Allemagne, donc cela les a laissés sans ressources lorsqu'ils se sont retrouvés en guerre contre l'Allemagne. Le manque d'équipement convenable a aussi contribué à une autre cause principale de l'inefficacité russe durant la guerre, le moral bas. Les problèmes de morale de la Russie étaient souvent liés à sa société fortement divisée en classes sociales. Un des problèmes était que la plupart des fantassins étaient donc des paysans, alors que les officiers venaient de la classe des propriétaires terriens, vus comme les oppresseurs des paysans. Globalement, cela indiquait une mauvaise relation entre officiers et soldats, ce qui nuisait à l'unité de l'armée. Les hommes ne ressentaient pas qu'ils formaient un seul peuple combattant pour une seule cause. Un autre facteur aggravant était le mépris avec lequel les soldats étaient traités. Cela était évident non seulement par le fait que les soldats n'étaient ni suffisamment équipés ni entraînés, mais aussi par l'attitude des officiers. Selon les mots de l'historien Roger Rees, il y avait une habitude indéracinable de compter les fusils et les cartouches, mais pas les soldats. Le soldat n'est incapable que d'obéir et il peut vivre dans des fosses salles couvertes de branches d'arbres. Ce mépris avec lequel les soldats étaient traités les a démoralisés, les rendant beaucoup moins engagés envers la cause. Une autre raison de la faible motivation des soldats russes est que beaucoup d'entre eux ne se sentaient tout simplement pas russes. Au moment où la Première Guerre mondiale a éclaté, d'autres nations d'Europe, comme la Grande-Bretagne et la France, avaient des identités nationales très fortes. La population française, ayant un fort sentiment d'appartenance, était plus disposée à se battre et à mourir pour la France. En Russie, en revanche, le sentiment d'appartenir à une seule nation était beaucoup plus faible. La Russie était bien plus un empire avec un grand nombre de minorités ethniques, dont beaucoup ne voulaient en réalité pas en faire partie. Des régions comme le Caucase, la Pologne ou l'Ukraine comptaient de grandes majorités de populations non russes, dont beaucoup détestaient en réalité la Russie et voulaient l'indépendance. Un bon exemple de ce manque de loyauté est survenu en 1916, lorsque le tsar a instauré la conscription en Asie centrale. Les habitants de cette région étaient particulièrement mécontents de faire partie de l'Empire russe et ne voulaient certainement pas se battre pour lui. La plupart étaient musulmans et sympathisaient avec l'Empire ottoman islamique, contre lequel la Russie luttait réellement. En fait, l'Empire ottoman a appelé à la guerre sainte, ou djihad, contre l'Empire russe chrétien. La tentative de conscription s'est retournée contre eux, provoquant une énorme révolte d'environ 100 000 personnes. La Russie a dû rediriger des troupes essentielles de la guerre en Europe pour mater la rébellion. Dans l'ensemble, l'armée russe était composée d'hommes bien moins engagés dans la cause que ceux des autres nations, ce qui a gravement affecté le moral. Ce manque de morale a entraîné un grand nombre de désertions. La désertion a longtemps été un problème pour l'armée russe. Par exemple, en 1912, avant même le début de la guerre, il y avait environ 13 000 désertions, soit 1% de l'armée. Sans surprise, cela a considérablement augmenté avec le début de la guerre. Durant l'hiver de 1914, l'armée russe perdait des dizaines de milliers d'hommes par mois. Le problème était très difficile à combattre vu l'immensité du territoire russe. La peine pour désertion était de 5 ans de prison, mais bien sûr, de nombreux déserteurs quittaient pas le front parce qu'ils craignaient pour leur vie. Donc la menace de 5 ans de prison n'était pas vraiment dissuasive. Le problème s'est aggravé lors de la grande retraite de 1915 quand la Russie a délaissé l'Europe de l'Est. Le retrait a été extrêmement chaotique, ce qui a facilité la séparation des soldats de leurs unités et leur départ du front. Il y avait également un grand nombre de réfugiés affluant vers l'Est, si bien que les hommes pouvaient facilement prétendre être des réfugiés civils. Il est bien sûr impossible d'obtenir des chiffres précis sur le nombre total de déserteurs, mais les autorités russes ont réussi à en arrêter au moins 400 000 pendant la guerre. Si c'est le nombre de déserteurs qui ont été retrouvés et arrêtés, je pense qu'on peut supposer sans risque que le nombre réel était bien plus élevé. En comparaison, la Grande-Bretagne et l'Allemagne ont enregistré environ 30 000 déserteurs chacune pendant la guerre, donc le chiffre russe est bien plus élevé. Le mauvais équipement et le moral bas étaient un des problèmes majeurs pour l'armée russe, parmi de nombreux autres. Un autre facteur énorme était l'énorme incompétence à tous les niveaux de l'armée. Les fantassins étaient incompétents au niveau le plus bas en raison de leur manque d'éducation et de formation. Ici, nous voyons une différence particulièrement frappante entre les soldats russes et allemands. Presque tous les soldats allemands savaient lire et écrire et avaient un niveau de formation de base correct. En Russie, près de 90% des soldats étaient des paysans, dont la plupart étaient analphabètes. C'est une autre manifestation du fait que la Russie était bien moins développée que les autres nations au début de la guerre. C'était un gros problème, car la guerre devenait de plus en plus technique avec les progrès technologiques.
Calculer les trajectoires d'artillerie ou utiliser des radios pour communiquer n'était pas facile pour des paysans qui avaient passé toute leur vie à travailler dans les champs. La formation était également insuffisante et n'avait pas suivi tous les progrès technologiques. Cependant, l'incompétence ne se limitait pas aux soldats, elle se retrouvait jusqu'au sommet de la chaîne de commandement. Un exemple s'est produit tout au début de la guerre, lorsque les Russes tentèrent de prendre la Prusse orientale. Les forces russes étaient divisées en deux armées, l'une sous le commandement de Samsonov et l'autre sous celui de Rennenkampf. Ensemble, ces deux armées comptaient encore 500 000 hommes et auraient dû facilement pouvoir vaincre l'armée allemande, qui était environ 2 fois moins nombreuse. Cependant, le manque de coordination et de coopération entre les deux généraux mena à l'écrasement total des armées russes menaçant, n'en russe l'écrin sur le champ de bataille. Essentiellement parce que les deux hommes ne communiquaient pas bien, la bien plus petite armée allemande a pu affronter chaque armée russe séparément et les vaincre chacune à leur tour. Rennenkampf a bougé le premier, attaquant la Prusse orientale depuis l'est et engageant les forces allemandes. Après les escarmouches initiales, c'est en fait l'armée russe qui a pris le dessus et les Allemands ont été forcés de se replier. Cependant, de façon insensée, Rennenkampf n'a pas poursuivi les Allemands, ratant l'occasion de leur infliger de lourdes pertes. Les Allemands se repliaient de façon chaotique et auraient été très vulnérables. Pensant avoir triomphé de manière décisive, il a choisi de laisser ses troupes se reposer. Après 3 jours, il a repris l'avance mais a constaté que les Allemands étaient introuvables. Alors que Rennenkampf laissait passer une grande occasion de prendre l'avantage, Samsonov avançait depuis le sud vers la Prusse orientale. Il savait que Rennenkampf avait précédemment remporté une victoire, mais les informations qu'on lui avait fournies étaient à bien des égards trompeuses. On lui avait dit que Rennenkampf avait remporté une grande victoire sur les Allemands et qu'il ne rencontrerait donc pas beaucoup de résistance. Le haut commandement lui a envoyé un message disant que l'ennemi n'avait que des forces insignifiantes devant lui et l'a exhorté à avancer rapidement vers le nord. En vérité, Samsonov fonçait dans un guet-apens. En fait, les Allemands avaient la majorité de leurs forces intactes et attendaient laissant à l'avance imprudente de Samsonov. Ils savaient en réalité exactement où se trouvaient les Russes à cause d'une autre erreur terrible des commandants russes. Ils transmettaient des messages radio non cryptés. Ces signaux radio étaient interceptés par les Allemands, qui savaient exactement ce que faisaient les deux armées russes. Les Russes auraient dû chiffrer les signaux radio, mais ils étaient tellement désorganisés que les commandants n'avaient pas les clés de chiffrement dont ils avaient besoin. Les Allemands savaient que Rennenkampf avançait très lentement, alors ils ont concentré toutes leurs forces comme sur l'armée de Samsonov au sud. Les deux camps se sont affrontés à Tannenberg et l'armée russe a rapidement subi de lourdes pertes. Rennenkampf aurait dû pouvoir venir en aide à Samsonov, mais Samsonov avait en fait décidé de couper sa liaison télégraphique avec le commandement suprême russe. On lui avait explicitement ordonné de rester en contact à tout prix, mais il a décidé de désobéir aux ordres et de couper sa liaison télégraphique. C'était probablement parce qu'il pensait devoir être plus proche de la ligne de front, et qu'il ne le pouvait pas s'il maintenait la communication avec le commandement suprême. Cela signifiait que, pendant que son armée se faisait écraser, Rennenkampf n'a pas pu venir à son secours parce qu'il ne savait pas où se trouvait son armée. La bataille allait s'avérer être un désastre complet pour la Russie. Elle a perdu environ 100 000 hommes, la plupart capturés. Samsonov était tellement honteux de son échec qu'il s'est donné la mort. Après ce succès, l'armée allemande a pu se retourner et affronter Rennenkampf à l'est. Une fois de plus, l'armée russe a été dépassée par les Allemands et a dû se replier au-delà de la frontière. La bataille pour la Prusse orientale fut perdue, principalement à cause de la mauvaise communication et coordination entre les deux généraux russes. Cela était peut-être en partie dû au mépris mutuel des deux généraux. Lors de la guerre de la Russie contre le Japon, 9 ans plus tôt, Samsonov avait publiquement humilié Rennenkampf après une défaite. Ce niveau d'incompétence de la part des généraux russes était typique tout au long de la guerre. En fait, le ministre russe de la guerre, Vladimir Soukhamlinov, a écrit « Nos troupes se battent héroïquement, mais certains de nos généraux auraient mieux fait de combattre pour l'autre camp. » C'est ironique venant de Soukhamlinov, car lui-même était absolument inutile. Soukhamlinov, ministre de la guerre pendant 5 ans, avait échoué à préparer la Russie à la guerre. Il n'a pas réussi à maintenir la Russie à jour avec les évolutions de la guerre, déclarant « Je n'ai pas lu de manuel militaire depuis 25 ans ». Il a été décrit par un officier britannique comme un homme insouciant, qualifié par ses ennemis de bouffon, dont l'influence sur l'empereur était attribuée à son répertoire d'excellentes histoires. En somme, Surkomlunov occupait sa position parce que le tsar l'appréciait, même si son incompétence était bien connue.
C'est l'exemple parfait des liens personnels qui priment sur les compétences. Soukhamlinov a fait un travail épouvantable en préparant l'armée russe à la guerre. Toutes les pénuries que j'ai mentionnées auparavant étaient en grande partie dues à lui. Il a tellement entravé l'effort de guerre russe qu'il a finalement été jugé pour trahison. Le ministère russe de la guerre n'a pas informé ses alliés de leur manque d'équipement, ce qui est particulièrement impardonnable. La Grande-Bretagne et la France auraient peut-être pu aider, mais Soukhamlinov leur a dit que tout allait bien et que la Russie avait tout ce dont elle avait besoin. Une partie du problème était que le ministère russe de la guerre était totalement déconnecté de la réalité. Selon un général, certains d'entre eux envisageaient sérieusement d'armer des unités entières avec de longues haches. Cette proposition d'envoyer essentiellement des guerriers médiévaux en première ligne ne s'est jamais concrétisée, mais elle montre à quel point ils étaient un peu à côté de la plaque. Bien sûr, l'une des figures les plus incompétentes de tout l'effort de guerre russe était le cher Nicolas II lui-même. En fait, Nicolas était tellement inutile la plupart du temps que je vais carrément faire une vidéo entière sur la façon dont il a contribué à la perte de la guerre et à la chute de son régime. L'une des plus grandes décisions que Nicolas a prises a été de se nommer commandant suprême de toutes les forces russes. C'était une décision terrible pour de nombreuses raisons. Premièrement, il manquait d'expérience militaire pour ce poste. Deuxièmement, cela signifiait qu'il ne pouvait échapper au blâme concernant l'évolution défavorable de la guerre. Troisièmement, le départ de Nikolaï de la capitale laissait sa femme aux commandes. L'épouse du tsar, Alexandra Féodorovna, était très impopulaire. Elle a aussi fait de très mauvais choix. L'une des pires actions a été de renvoyer le ministre de la guerre russe le plus compétent. Après le renvoi de l'ancien ministre de la guerre incompétent, Surkomlounov, Alexei Polivinov a été nommé à ce poste. Polivinov était bien plus compétent et professionnel que son prédécesseur. Il savait bien communiquer avec les militaires et les personnalités politiques, permettant pour la première fois une certaine coordination. Il a également fait un excellent travail pour résoudre les problèmes de logistique et de formation. Hélas, Polivinov allait être licencié pour des motifs personnels futiles. C'était en partie parce qu'il avait critiqué Raspoutine, le mystique et guérisseur qui exerçait une énorme influence sur l'épouse du tsar. Il avait aussi, à raison, exhorté le tsar à ne pas prendre le commandement suprême de l'armée, craignant une catastrophe. Cela l'a conduit à tomber en disgrâce auprès de l'épouse du tsar, et elle l'a donc renvoyé en mars 1916. La Russie avait perdu son meilleur ministre de la guerre pour toute la durée du conflit. Même si l'armée russe était inefficace et incompétente dès le premier jour, ce qui a finalement fait perdre la guerre, c'était en réalité la politique intérieure. C'était la révolution de 1917. Au final, elle a perdu la guerre non pas parce qu'une armée allemande est arrivée jusqu'à la capitale, mais parce qu'elle s'est effondrée de l'intérieur. La première étape majeure de ce processus fut l'abdication du tsar en mars. Après environ 2 semaines d'énormes manifestations dans la capitale, le gouvernement a perdu le contrôle. Ce sont en fait les plus proches conseillers du tsar qui lui ont dit d'abdiquer, croyant que c'était le seul moyen pour eux de rétablir l'ordre dans la capitale. L'abdication du tsar Nicolas a calmé les manifestations, mais a laissé un vide de pouvoir. L'ancien système de gouvernement avait disparu, mais son remplaçant restait incertain. Les mois suivants seraient démarqués par un chaos politique en Russie. L'un des plus grands problèmes était qu'il y avait essentiellement 2 parlements rivaux. Le premier était la Douma, qui existait depuis environ 10 ans. À cette époque, elle avait eu un certain pouvoir et maintenant que le tsar était parti, elle était en théorie le parlement souverain en Russie. L'autre parlement était le Soviet de Petrograd, principalement le conseil municipal de la capitale. Il avait été formé 2 ans plus tôt pour représenter les ouvriers de Petrograd. Le Soviet de Petrograd était bien plus à gauche et plus radical que la Douma. Avec le tsar parti et tout en suspens, la Russie allait essentiellement passer les mois suivants prise dans une lutte de pouvoir entre ces 2 parlements. L'agitation politique affecta d'abord l'effort de guerre lorsque le Soviet de Petrograd publia son premier décret, l'ordre numéro 1. L'ordre demandait aux soldats d'obéir aux ordres de leurs officiers et de la Douma uniquement lorsqu'ils ne contredisaient pas ce qu'avait dit le Soviet de Petrograd. En somme, c'était une prise de pouvoir. Le Soviet de Petrograd ordonnait aux soldats de lui obéir plutôt qu'à la Douma. L'ordre numéro 1 a aussi agi pour miner l'autorité des officiers. On disait que les soldats n'étaient plus obligés d'appeler les officiers par le traditionnel « votre honneur » et que les officiers étaient tenus de parler poliment à leurs hommes. De plus, les soldats n'auraient rien plus à accepter la discipline militaire hors service. Comme vous pouvez l'imaginer, cela a eu un très mauvais effet sur la discipline.
Les hommes ont commencé à contester et même arrêter les officiers. Dans certains cas, des soldats ont même tué leurs officiers. L'ordre numéro 1 a également créé des comités de soldats qui devaient représenter les intérêts des soldats. C'était un autre défi à l'autorité des officiers. Dans l'ensemble, l'ordre numéro 1 a déstabilisé l'armée, affaiblissant la hiérarchie et créant encore plus de désordre et de chaos. La relation entre les officiers et leurs hommes est devenue encore plus tendue qu'elle ne l'était déjà. En Russie même, les gens commençaient à se demander s'ils devaient continuer à se battre tout court. Beaucoup de gens voulaient simplement se concentrer sur la défense de la Russie, mais sans jamais attaquer les Allemands. Ce sentiment anti-guerre a en fait conduit à une crise politique en avril. Le ministre des Affaires étrangères a envoyé un télégramme affirmant que la Russie poursuivrait le combat jusqu'à la défaite totale de l'Allemagne. Cela, ça a été très impopulaire et a entraîné des manifestations massives qui ont poussé les ministres des Affaires étrangères et de la guerre à la démission. Malgré cela, à l'été 1917, la Russie allait lancer une dernière offensive de la guerre, la soi-disant offensive de juin. À ce stade, la discipline dans l'armée s'était totalement effondrée. Arrivés sur le front, les hommes prenaient interdiction immédiatement à la fuite. Selon les mots d'un jeune officier, les gens prenaient simplement la fuite dès qu'ils descendaient. Des trains. Ils fuyaient vers leur foyer, désertés, fuyaient où ils voulaient. Il n'y avait plus aucune discipline. Même les hommes en première ligne étaient complètement hors de contrôle. Il y avait des viols de masse, des destructions de biens et des massacres anti-juifs appelés pogroms. Il y avait aussi une fraternisation massive avec les troupes allemandes. Cependant, l'offensive a eu lieu et s'est bien déroulée initialement. Les Russes ont réussi à progresser légèrement. Puis les puissances centrales ont contre-attaqué et ont brisé les lignes russes. Les soldats russes se sont repliés aussi vite qu'ils le pouvaient et l'armée a commencé à se désintégrer complètement. Les taux de désertion ont atteint des niveaux jamais vus auparavant, peut-être environ 2 millions d'hommes ont déserté au cours de... Finalement, en octobre, le ministère de la Guerre a informé le gouvernement que l'armée ne pouvait plus se battre. La Russie s'est vue contrainte de demander des conditions de paix. L'effondrement de 1917 a couronné une guerre globalement terrible pour la Russie. Dès le début, elle avait été minée par l'incompétence à tous les niveaux de l'armée. Au final, l'effondrement de son armée reflétait celui de son système politique. La Russie allait alors entrer dans une période de chaos et de guerre civile, avant d'émerger comme première puissance communiste mondiale.